Cette vidéo a pour but de présenter le vol annuel du club avec le programme établi pour l'année 2019. Nous allons voir tout d'abord pourquoi un vol annuel à l'aéroclub, et ensuite nous verrons le programme qui est commun à chaque année pour finir sur le programme spécifique à cette année 2019. Pourquoi un vol annuel avec instructeur ? Commençons par revoir la réglementation qui vous permet de renouveler votre SEP. Cette réglementation impose un vol avec un instructeur dans les 12 derniers mois de la validité de votre licence qualification SEP et d'un temps de vol en double commande d'au moins 1 heure. Cela veut donc dire un vol d'1 heure en double commande tous les 2 ans, car votre qualification est valide 2 ans. La réglementation de l'aéroclub, elle, qui est issue du règlement intérieur, impose un vol avec instructeur dans les 12 derniers mois calendaires, sans aucune imposition de temps de vol minimal. Donc, pour résumer, l'aéroclub impose un vol en double commande tous les ans. Dans la pratique, ce qui se passe en général, c'est qu'un pilote va faire une année un vol pour l'aéroclub et l'année d'après un vol de 1 heure pour renouveler sa qualification SEP, et ce vol permettra également de répondre à l'obligation du règlement intérieur. Le point commun est que l'aviation est pour nous tous une passion et nous la partageons, mais nous ne devons pas oublier que cette activité est exigeante. Aussi, ce vol n'a pas du tout un but de sanctionner les pilotes, mais c'est vraiment un maintien des compétences des pilotes. L'instructeur, durant ce vol, est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à en poser. Il n'y a aucun objectif de sanctionner un pilote. Si vous vous rendez sur le site de l'aéroclub dans l'espace sécurité et documentation en bas à gauche, vous pourrez, dans l'onglet Fiche de vol annuel, obtenir la fiche du vol annuel 2019, l'imprimer et venir avec le jour où vous faites votre vol de l'année pour l'aéroclub en double commande. Voilà comment se présente la fiche de prorogation SEP ou de vol annuel de remise en forme. En effet, cette fiche sera remplie tous les ans et peut répondre aux 2 obligations, et c'est bien la fiche de l'année 2019. Le programme commun à chaque année apparaît en vert à l'écran, c'est le même depuis 5 ans, et en jaune à l'écran, c'est le programme spécifique qui change chaque année et qui sera le programme de l'année 2019 que nous allons détailler. Regardons plus en détail le programme commun à chaque année. Ce programme est très simple, il commence par faire des checklists ou des items vitaux avant décollage pour être sûr de ne rien oublier, faire les annonces durant le décollage et la vitesse de rotation correcte, faire une sortie de position inusuelle sur zone, ça peut être un décrochage, un virage engagé ou une sortie de piquet de cabré, ou 2 ou 3 de ces exercices au choix, faire une panne moteur au choix, au décollage, en vente arrière, en finale, verticale le terrain, là où vous souhaitez la faire, un atterrissage de précision qui peut être sans volet ou simplement un atterrissage court, une remise de gaz pendant l'arrondi, suite à un atterrissage manqué, et enfin la gestion de la menace, le Threat Error Management, TEM, qui est utilisé durant les briefings. C'est une trame qui permet de guider le programme du vol annuel et qui est commun à toutes les années précédentes, mais vous pouvez, à votre choix, rajouter des exercices dans les cases exercices additionnels. Parfois, des pilotes demandent par exemple de faire du vol sans visibilité, une interruption volontaire du vol, de la navigation. Encore une fois, ce programme, ce vol, est là pour maintenir des compétences. Donc vous pouvez demander à faire un exercice de votre choix. Concernant les autres exercices, il n'y a aucun caractère obligatoire à les réaliser, mais comme ce programme est très simple, en général, il est réalisé dans son ensemble. Parlons maintenant du programme spécifique à l'année 2019. C'est les instructeurs et la commission sécurité par rapport aux différents événements qui ont eu lieu l'année précédente qui choisissent des thèmes qui seront abordés pour maintenir un niveau global pour tous les pilotes. En effet, un problème pour un pilote sera souvent rencontré pour un autre, donc autant anticiper. Cette année, nous allons parler de la procédure de panne radio à Logne, de la remise de gaz en insistant sur l'aspect décisionnel, et enfin du calcul des performances au décollage et à l'atterrissage. Encore une fois, ces exercices ne sont pas obligatoires, mais ils sont très fortement conseillés. Tout d'abord, parlons de la procédure de panne radio à Logne. Cette procédure est issue d'une consigne locale et elle est réservée aux usagers qui sont basés, donc les pilotes de l'aéroclub. Cette procédure peut s'effectuer pendant les heures de fonctionnement des services ATS.
Et ensuite, il y a différents items à respecter qui permettent de rentrer à Logne, qui est un terrain contrôlé, même si vous êtes en panne radio. Reprenons les différents points à respecter dans l'ordre. Tout d'abord, il faut continuer à transmettre des messages, car vous ne savez pas si la réception est en panne, mais si l'émission fonctionne. C'est ce que l'on appelle des transmissions à l'aveugle. Donc on peut imaginer un avion qui arriverait par le secteur sud-est, sud, et qui continue à faire des messages radio. L'autre item demande d'arriver par le sud, d'allumer les phares d'atterrissage et de battre des ailes. Les trajectoires pourraient correspondre à ces trajectoires en arrivant perpendiculaires par le sud au terrain. À une altitude supérieure au circuit, on conseille d'arriver à 1500 pieds, en limite de TMA de Paris. Lorsque vous approchez du terrain, pour battre des ailes, faites une inclinaison significative, environ 45 degrés, sans vous mettre en danger, mais pour que la tour de contrôle, qui est située au nord de la piste, puisse vous voir, soit avec les phares d'atterrissage, soit avec votre inclinaison. Lorsque vous vous rapprochez, vous devez procéder à l'examen de l'aérodrome par un passage vertical au-dessus du circuit, nous l'avons vu précédemment 1500 pieds. Et vous devrez déterminer la piste en service et observer la position des autres aéronefs qui vont évoluer en tour de piste, comme c'est souvent le cas, le trafic est dense. Il faut donc vraiment ouvrir l'œil pour voir à la fois dehors les autres avions et au sol, si jamais vous avez un doute sur la piste, vous pouvez trouver les rasignaux, les manches à air qui vous donneront l'indication de vent et forcément de la piste utilisée. Ensuite, vous allez devoir vous intégrer en début de vente arrière en assurant une séparation visuelle. Encore une fois, il faut ouvrir l'œil avec les autres aéronefs et en cédant la priorité aux autres avions. Concrètement, vous partirez à gauche ou à droite pour aller rejoindre le début de vente arrière et vous vous mettrez en descente vers 1200 pieds pour intégrer le tour de piste par le début de la vente arrière à l'altitude du tour de piste de 1200 pieds. Ensuite, après cette intégration, il est prévu de faire un atterrissage complet sauf urgence. Donc prévoyez d'atterrir et de dégager par le taxiway pour entrer à l'aéroclub. Vous le voyez à l'écran, la préférence est donnée à la piste revêtue. La deuxième partie de ce briefing traite de la décision de remettre les gaz. C'est une décision qui est difficile, autant pour un pilote PPL avec une cinquantaine d'heures de vol que pour un pilote professionnel avec environ 10 000 heures. En effet, le schéma mental lorsque nous sommes en approche, c'est de faire atterrir l'avion et nous ne sommes pas toujours prêts à décider d'interrompre l'approche. Citons quelques exemples qui peuvent pousser le pilote à décider de faire une approche interrompue. Le premier exemple est celui d'une piste engagée. C'est assez évident, si en finale le pilote voit un avion sur la piste, il va décider de remettre les gaz. Un autre exemple est celui d'une approche qui n'est pas stabilisée. Durant la finale, si par exemple le pilote est trop haut sur le plan et trop rapide, il risque une sortie de piste si la piste est courte. Du coup, la meilleure décision dans ce cas, c'est de remettre les gaz pour revenir se présenter. Une situation assez simple, en effet, c'est l'ordre du contrôleur. Si le contrôleur vous dit de remettre les gaz, vous remettez les gaz, tout simplement. Une autre situation moins évidente est le cas du rebond à l'atterrissage. En effet, vous venez de toucher la piste et vous êtes mentalement prêt à faire réduire l'avion pour terminer l'atterrissage. Mais si ce rebond est violent et que l'avion est assez haut, il va perdre de la vitesse et il peut venir percuter le sol violemment en s'endommageant ou éventuellement en sortant de piste. Du coup, dans ce cas, la meilleure décision, c'est de remettre les gaz. Un autre exemple d'atterrissage loupé est celui d'un arrondi un peu haut qui se prolonge et qui emmène l'avion à un posé long. Si vous savez que la piste est courte et que vos performances sont limites, il est judicieux de remettre les gaz dans ce cas pour éviter une sortie de piste. Nous avons cité certains exemples, mais soyez toujours préparés mentalement à remettre les gaz. Chaque situation est unique et c'est cela qui complique la prise de décision. Afin d'insister sur l'importance de la prise de décision de remise de gaz qui n'est pas systématique, je vous propose d'étayer ce sujet par quelques rapports d'incidents du BEA, le Bureau Enquête Analyse. Il y a par exemple cet accident qui est apparu en 2015 pour un PA-28 qui a fait un atterrissage long et une sortie de piste longitudinale. Dans les conclusions du BEA, il est écrit « La sortie de piste est due à l'absence de remise de gaz à la suite d'un toucher long lors de l'atterrissage ». Je vous propose maintenant une série de vidéos sur le thème de la remise de gaz.
Cette première vidéo a été tournée sur le terrain de Saint-Barthélemy, qui est un terrain particulier. Vous voyez à l'écran le pilote de l'avion bimoteur qui arrive avec trop d'énergie. Il était certainement trop rapide, c'est-à-dire une approche non stabilisée. Il finit par toucher la piste sur le dernier tiers, et malgré son action sur les freins, il ne parviendra pas à éviter la sortie de piste. Une nouvelle vidéo sur le même terrain mais concernant un PA28 cette fois-ci. Le pilote sur l'approche se rend compte qu'il est trop rapide et trop haut sur le plan et décide de remettre les gaz. Cette décision lui a très certainement permis d'éviter un accident. Je vais finir par quelques conseils sur cette prise de décision de la remise de gaz. Le premier conseil que je vous donne, c'est d'être toujours prêt à remettre les gaz durant chacune de vos approches et chacun de vos atterrissages. En toute humilité, si les choses ne se passent pas comme prévu, remettez les gaz et privilégiez la sécurité. Enfin, vous pouvez identifier les menaces propres au jour et trouver une contre-mesure. Ce peut être des menaces dues à un vent de travers ou par exemple à une piste courte. Dans l'exemple à l'écran, sur une piste courte, le pilote peut décider de remettre les gaz si son approche n'est pas stabilisée à 100 pieds sol. C'est un point de décision. On peut définir une approche stabilisée par un avion qui est sur le plan, sur l'axe, qui a la vitesse qui correspond à la vitesse de finale plus 10 nœuds moins 0 et qui a terminé sa checklist atterrissage. Vous l'avez peut-être entendu plus vulgairement, trop ou trop vite, remettez les gaz avant qu'il ne soit trop tard. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez sur la page Facebook de l'Aéroclub aller visionner la vidéo remise de gaz, version courte ou version longue, pour avoir des informations complètes. Enfin, la dernière partie du programme spécifique à l'année est le calcul des performances de décollage et d'atterrissage. Ce nouveau document est disponible sur le site de l'Aéroclub et il fait un résumé du calcul des performances. Bien évidemment, les performances de l'avion sont dans le manuel de l'avion, à la partie performance. Sur le fichier que vous pouvez télécharger pour les performances, vous voyez que la distance de décollage est majorée de 20% pour assurer une sécurité et qui permet une utilisation en conditions normales. Par contre, si jamais vous vérifiez que la distance de décollage majorée ne convient pas, c'est seulement la distance de décollage qui est inférieure à la distance de la piste, eh bien vous pouvez décoller parce que vous calculez que la distance est inférieure à la piste, donc la piste est assez grande. Mais par contre, vous devez considérer cette piste comme limitative et utiliser uniquement les vitesses indiquées dans le manuel de vol. Et le conseil donné pour le décollage, c'est de faire un plein gaz sur frein. Et pour l'atterrissage, c'est de faire un posé court et d'être préparé à la remise de gaz. Enfin, si jamais vous calculez la distance de décollage et qu'elle est supérieure à la distance de la piste, cela veut dire que la piste n'est pas assez longue, donc vous ne pourrez pas l'utiliser. Prenons l'exemple des performances du DR400-120 par une belle journée d'été à Logne, avec un vent calme, ça arrive l'été, et 35 degrés. Nous voyons à la masse maximale de 900 kg, à la température extérieure de 35 degrés, que la distance de décollage, le passage des 50 pieds, correspond à 590 mètres. Si vous prenez la distance de décollage 590 mètres et que vous rajoutez 20%, vous obtenez une distance de décollage factorisée. Nous avons parlé de la marge de sécurité des 20% précédemment. Et cette distance factorisée est de 708 mètres. Nous pouvons donc comparer la distance take-off distance available de la piste de Logne qui est de 700 mètres à la distance factorisée. La distance factorisée est plus grande que la distance de piste à Logne. Cela veut dire que vous êtes dans le cas du petit bonhomme jaune qui est moyennement content. Car en effet, il peut décoller, la distance de décollage de 520 mètres est bien inférieure à la distance de piste, mais il n'y a aucune marge de sécurité. Donc pour considérer cette piste, il faut utiliser exactement les vitesses indiquées dans le manuel de vol et considérer un décollage plein gaz sur frein et un atterrissage court ou une remise de gaz. Vous le voyez dans cet exemple, la piste de Logne que nous utilisons tous les jours est une piste relativement courte et elle peut s'avérer limitative dans des conditions particulières, par exemple sans vent, à une masse élevée et avec une température élevée. Nous devons donc garder à l'esprit que la piste de Logne fait partie des pistes courtes.
C'est la fin de cette présentation pour le vol annuel au club en 2019. N'hésitez pas à vous adresser à un instructeur pour toute question supplémentaire et faites ce vol avec plaisir pour maintenir les compétences qui sont nécessaires pour voler en toute sécurité et indispensables à tous les pilotes. Nous vous souhaitons de bons vols à l'Aéroclub.